Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, ces derniers temps, on va dire les derniers 2 jours, euh, le dernier, les derniers 2 jours, j'ai beaucoup parlé de politique. Euh, je n'ai plus rien, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il y a toujours des détails sur lesquels on peut revenir, etc. Je voulais simplement dire une chose très brièvement, c'est que, contrairement à ce que certains ont compris, moi mon appel, il est très clairement un appel à l'abstention honorable, afin de laisser les choses se passer sans être des acteurs. Mais être acteur ne veut pas dire qu'on n'analyse pas, qu'on ne cherche pas à comprendre. Et c'est justement ça l'objet de mon intervention de ce soir. J'ai réalisé, parce que bon, j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça, j'ai réalisé en fait toute une série de choses qui étaient jusqu'à présent pas très claires pour moi, euh, par rapport en fait cette histoire de Macron, donc le mondialisme, avec tout ce que ça veut dire. J'ai fait en fait un parallèle avec les différentes divisions, comment on appelle, les différentes courants de l'islam. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes. C'est très étrange. Ça veut donc dire que les systèmes s'imposent et s'infiltrent parmi les groupements humains, quelles que soient leurs convictions idéologiques et religieuses. Par exemple, quand j'analyse le discours frères musulmans, je simplifie en disant frères musulmans, mais donc en fait toute cette tendance, il faut des citoyens, il faut construire des mosquées, nous organisons un voyage en Malaisie, spécial solde pour la Umrah, il faut voter, il faut être membre du CCIF, hein, toute cette tendance-là, que j'appelle la tendance frères musulmans pour faire rapide, et la tendance État islamique, Daesh, eh ben, je me rends compte en fait que c'est l'équivalent de, si on prend la politique française, Macron et extrême droite. C'est-à-dire que les critiques que ces deux groupements se font, les moqueries qui se font, les gens d'extrême droite disent ouais, l'oligarchie, Macron, les banques, les bobos, ceux qui s'en foutent du peuple, etc. Ça ressemble beaucoup aux critiques que les gens, on va dire, tendance Daesh, font par rapport aux frères musulmans. Oui, les vendus qui traitent avec la Turquie, démocratie, euh, les prédicateurs vendus avec leurs mosquées, ça ressemble. Et inversement, quand on voit Macron, les gens de Macron envers l'extrême droite, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, les populistes qui récupèrent la misère du peuple, qui veulent nous ramener en arrière avec des vieilles solutions, l'intolérance, l'extrémisme, les camps de concentration. Et on se rend compte en fait de la même chose, c'est-à-dire que les frères musulmans, quand ils parlent on va dire, de salafistes ou des djihadistes, ils disent la même chose, les mêmes analyses. Et donc, en fait, c'est assez surprenant et intéressant de se rendre compte qu'en fait, les mentalités, les visions de la vie, même entre les gens d'une même religion, sont imprégnées du même fonctionnement. Alors, je me suis un petit peu intéressé, mentalement en tout cas, à me dire, mais en fait, ce mondialisme, c'est quoi exactement? J'essaye comment on va dire, de disséquer le truc, de l'analyser, pour en fait me dire c'est quoi, on parle de qui, on parle de quoi, comment on en est arrivé là. Et pour ça, il faut observer la société. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je ne suis pas un savant,
j'ai pas des grandes connaissances en, comment on appelle, euh, en, en islam dans le sens littéraliste ou classique. J'ai plutôt tendance, c'est ma nature, à avoir une compréhension et une analyse qui tient compte du contexte dans lequel on vit, de nos sources, et d'essayer de faire des liens où tout ça où on peut trouver des explications. C'est un peu ma façon de procéder. Et je pense que ceux qui m'apprécient apprécient ça, et ceux qui m'apprécient ça détestent ça. Bon, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas se changer. Souvent dans ma vie, j'ai essayé de changer dans beaucoup de domaines, dans ma façon d'appréhender l'islam, dans dans mes relations sentimentales, etc. Et malheureusement, on se rend compte que le proverbe chasser le naturel, il revient au galop, il est malheureusement ou heureusement très vrai. Et donc à un moment donné, moi je me dis, bon, on est ce qu'on est, et il faut essayer d'en faire bon usage, de, de, d'utiliser ça à des fins positives, en s'améliorant et en évoluant bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. On est ce qu'on est, on a la façon de fonctionner qu'on a, et il faut juste essayer de rendre ça le plus constructif possible. Alors, en fait, cette histoire de mondialisme dont tout le monde parle, parce que j'ai écouté les réactions de divers intervenants par rapport à cette histoire de Macron. Euh, bon, on entend toujours la même chose en fait, hein. C'est fou, on est devenus des zombies, les gens sont des cons, euh, il n'y a plus de, il y a plus de fierté, il n'y a plus d'honneur, c'est la décadence, on est des zombies. Bon, c'est un peu ça, si je résume la tendance. J'écoutais LLP, Tepa sur Meta TV, etc. Euh, mais je pense que c'est pas spécialement intéressant de dire ça. C'est pas, enfin, bon, ça défoule peut-être, mais c'est pas intéressant parce que moi, plutôt que d'accabler les gens, de les insulter, de les rabaisser, vous êtes des cons parce que vous n'avez pas lu ça, vous n'avez pas fait ça. Je crois pas trop à cette thèse de l'humiliation pour faire avancer une société. Je pense plutôt qu'il faut bien l'analyser pour pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Parce qu'à un moment donné, pour avoir envie de changer, il faut comprendre ce qui nous arrive. Euh, Se faire juger sans arrêt, ça provoque en général, sauf exception, des réactions d'orgueil. Et alors on a ce qu'on voit dans Facebook et ailleurs. Qui es-tu pour me juger? Et moi je suis né dans l'islam et toi tu viens de découvrir, comment te permets-tu? Et moi c'est pas l'islam que mon père m'a expliqué. On a des réactions comme ça qui sont des réactions d'orgueil, des réactions de fierté. Et donc on n'avance pas. On est dans les insultes, les invectives, les montrages de doigts, etc. Alors, le mondialisme, je pense que vouloir ou pas, on doit tous admettre que vivant en Occident depuis notre plus jeune âge, sans qu'on s'en rende compte, on est tous un peu contaminés. Le mondialisme, c'est pour moi, euh, c'est le mot poli, le mot joli, pour dire, je sais que ça fait un peu, comment on va dire, illuminé, mais c'est pas grave. C'est un peu les prémices, le- je cherche le mot, la, le cocon, l'incubateur, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est l'incubateur de ce qu'on va appeler la religion du Dajjal, la religion de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours pensé, quand on parle d'Iblis, du mal, etc., on pense toujours que c'est quelque chose de repoussant, d'effrayant, désagréable, de choquant, euh, alors qu'en fait, on se rend compte que cette religion, elle a du succès, elle en aura de plus en plus, manifestement, euh, parce que elle a une grande euh, caractéristique attrayante,
qui, toute religion confondue et toute race, ethnie ou nationalité confondue, euh, attire. Attire. Et quelle est cette caractéristique? C'est en fait enfin, il y en a plusieurs, mais celle qui regroupe, c'est le fait de se sentir un citoyen du monde euh, qui n'est pas jugé et dans lequel, c'est là où je veux en venir, ou dans lequel les passions personnelles sont respectées et encouragées. Et comme vous le savez tous et toutes, je suppose, notre âme, comment je peux dire ça? Notre âme qui est un cheval sauvage, un- une, une sale bête, osons le mot, euh, est extrêmement demandeuse, extrêmement en demande de nourrir ses plaisirs et d'éviter les souffrances. Souffrances ou sacrifices. Et donc, évidemment, dans cette société, le piège, il est là. C'est qu'on vous dit, on s'occupe du business, on met nos franchises dans toutes vos villes, on développe une économie mondialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les main-d'œuvre des pays pauvres, des pays où il y a la tyrannie, où il y a l'esclavage légalisé, fabriquent des biens de consommation pour les riches à moindre coût. Pourquoi? Pour que les multinationales puissent avoir les marges bénéficiaires les plus larges possibles. Je vais répéter parce que si on est distrait, on a entendu un mot sur deux, on n'a pas compris. Le fondement de cette économie, il est basé sur l'exploitation de l'homme sur l'homme par l'homme. Le but final, le but inavoué, qu'on parle du lithium qui est extrait d'Afrique, qu'on parle de H&M au Bangladesh, qu'on parle de Nike ou de iPhone made in China et compagnie, c'est toujours le même processus, ils sont tous dedans, il n'y a pas un diable et des demi-diables, si tu ne suis pas les règles du jeu, tu tombes en faillite, c'est simple. La règle, c'est nous cherchons dans le monde des pays où les gens sont en demande d'être des esclaves, consentants, que nous allons, à qui nous allons offrir, dans notre immense générosité, un salaire de crève-misère et une vie d'esclave, afin qu'ils aient une bouée d'oxygène pour survivre, et de façon à ce qu'en plus, nous puissions vendre ces biens qu'ils fabriquent en Occident, ou à Dubaï, ou en Malaisie, ou à Qatar. Bon, L'Occident, moi j'appelle ça le capitalisme, qu'il soit basané ou blanc, peu importe. Et nous allons vendre ces biens-là, là où les gens peuvent payer. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui toute une série de marques. Je ne vais pas toutes les citer. Je ne sais pas qu'est-ce qui me vient comme ça à l'esprit, mais bon, la plupart par exemple, des chaussures de basket Nike qui sont portées par les joueurs de basket, le sport qui m'intéresse, en général, elles coûtent tous les modèles du plus simple au plus compliqué, de 100 à 200 euros la paire. Et ces chaussures, d'accord, il y a un peu de recherche et de développement pour les dessiner et tout, ces chaussures coûtent à fabriquer une misère. C'est peut-être 10 euros, 15 euros, voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre avec ce mondialisme, c'est que pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne, il est nécessaire d'avoir des gens en souffrance, d'un côté, et il est nécessaire d'avoir des consommateurs idiots de l'autre côté. Comprenez le binôme? Esclave consentant en souffrance. S'il vous plaît, Nike, donnez-moi un travail à 100 dollars par mois, je travaillerai 60 heures par semaine, je ne rouspèterai pas, je ne ferai pas grève, je dormirai dans des lits superposés près de mon boulot.
merci, j'embrasse vos pieds. Et de l'autre côté, quand il sort le prochain Harry Potter, le nouveau Seigneur des Anneaux, tu as vu, regarde les nouvelles Nike de LeBron James, bon, donc des consommateurs idiots, prêts à payer, à faire la file, à se battre, à économiser, à voler, à aduler des biens de consommation, iPhone 7 et compagnie. Et on est là, un truc, oui, mais Orange propose le nouvel iPhone avec un abonnement de 3 ans, je payerai que 300 euros au lieu de 700, voilà. Et, et ça, c'est la base du fonctionnement. La conséquence, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est la conséquence qui est inquiétante parce qu'elle est inévitable. La conséquence, c'est que dans les pays dits riches, c'est-à-dire chez nous, euh, il y a besoin de gens qui acceptent de faire des services, coiffeurs, chauffeurs, infirmières, euh, je sais pas, comment on appelle, nettoyeurs, je sais plus le mot, enfin, des trucs de nettoyage. Donc des services, des services, il y a besoin de services, donc des gens très peu qualifiés qu'on va payer très bas, minimum, en disant écoute, c'est déjà bien, t'es pas au chômage, hein. Tu as 1300, 1400 euros par mois net, sans boulot, tu serais à 1000, 1100, etc. Donc sois content, tu as la chance, d'avoir un travail. Il y a beaucoup de gens, si tu n'en veux pas, qui sont prêts à prendre ta place. Tu veux plus travailler à la caisse, tu as mal au dos, tu as mal au coude, c'est un travail abrutissant. Ben écoute, si tu veux pas, il y a une Bulgare, deux Polonaises et une SDF qui sont d'accord de le faire à ta place. Alors calme-toi. Il y a ça. Et puis il y a des gens surqualifiés. Bac plus 5, master, machin, Londres, avec spécialisation en trucs. Je parle le russe des affaires et le chinois des trucs. Voilà, cet élément-là qu'on va prendre, qu'on va surpayer, parce qu'il est ultra essentiel, ou un grand sportif, enfin des gens qui sortent du lot, des gens donc rares, fatalement. Et donc il y a ces deux pôles, la masse populaire sous-qualifiée et sous-payée, qu'on traite un peu comme des bestiaux, quoi. On l'a vu aujourd'hui avec Macron et Marine à Whirlpool. Bon, Marine, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a de l'hypocrisie, il fait semblant qu'elle se préoccupe, machin. Et Macron, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est le mondialisme, il faut se recycler, c'est fini, désolé, bon, à peu près c'est ça. Donc ces gens-là qu'on prend, qu'on sous-paye, qu'on utilise, et puis qu'on jette, et puis qu'on renvoie en formation, puis qu'on reprend, qu'on réexploite, et qu'on rejette, et ainsi de suite. Et donc, et ensuite, les gens surqualifiés, des programmeurs informatiques indiens, des machins, donc des gens qu'on cherche dans le monde entier, euh, et qu'on fait, si besoin est, venir en Amérique ou en Europe pour travailler, et qu'on paye 3, 4, 5 000 euros par mois. Et puis, au-dessus de ça, encore au-dessus, il y a donc les gens, les investisseurs. Donc ça, en fait, c'est qui? C'est des gens qui voient tout ça d'en haut, d'au-dessus, et qui, eux, donc, voient les choses avec un regard très robotique, mathématique, qui disent, bon, comment on va diminuer les charges? On a 700 employés, ce mois-ci, cette année-ci, on n'a fait que 7% de marge, il faut passer à 9, sinon notre action va plonger. Ok, tu me vires 200 personnes, machin. L'usine de tel endroit, tu me l'envoies dans tel pays. Donc voilà, on est sur un jeu d'échecs, Monopoly, quoi. On joue avec des dés, des pions, etc. Puis, il y a des gens, se suicident, ils tombent en dépression, ils deviennent des ivrognes, ils scamment. Bon, tant pis pour eux, hein. C'est la loi de la jungle, mes amis, hein. Soit vous êtes dans le bon wagon ou pas, tant pis pour vous. Et ils disent aussi, ils emploient ce qu'on appelle des chasseurs de tête,
qui parcourent le monde, qui vont sur LinkedIn, donc qui est l'équivalent de Facebook pour les professionnels. Et là, ils repèrent le petit génie chinois qui sait programmer en Java truc, et le petit hacker spécialisé en sécurité, machin, qui va pouvoir servir d'eux. Celui-là, on le fait venir, on paye tout, hôtel, réception, call girl, tout ce qu'on veut, soirée au Moulin Rouge, à Pigalle et compagnie. On l'arrose, voiture de société, vacances de groupe, on part tous ensemble en Grèce fêter les 5 millions de bénéfices de la boîte. Enfin, donc tous ces gens sont sur une autre planète en fait, hein. Ils ont toutes les femmes qu'ils veulent, ils consomment, ils achètent toutes les nouveautés que parfois leur petit frère au pays a fabriqué comme un esclave. Lui qui a été pris comme programmeur Java à Paris La Défense paye ce téléphone que son petit cousin a assemblé parce qu'en fait il n'a plus rien à voir avec ce cousin du pays. Il est sur une autre planète, la planète mondialisée. Et ça donc en fait ce sont des gens, et maintenant je fais le lien avec les musulmans, inévitablement je trouve que ce qui personnifie ce schéma c'est Tariq Ramadan. C'est-à-dire, le gars, je suis dans un TGV aujourd'hui, demain je suis dans un avion, je suis invité à une conférence à Kuala Lumpur, le lendemain je défends une thèse à Oxford, et le surlendemain je vais dans un débat à New York, je suis dans les hôtels, hello, hello, how are you, oui, my name is Tariq, truc. Euh, et alors tous ces gens, quand on leur parle, le Mali, la Syrie, les enfants déchiquetés, oh là là, c'est pas bien, oh là là, Bachar, c'est un monstre, il faut faire quelque chose, il faut que les Nations Unies. Donc tous ces gens en fait, sont dans un mécanisme psychologique euh, qui est un. Parce qu'en fait, ils se sentent bien. Je veux dire, tous ces gens, les 25%, 24% qui ont voté Macron en France, ils se ressemblent. C'est des gens qui sont des acteurs, des, des, des- des chanteurs, des cadres qui travaillent à la défense, des artistes voilà, etc. Et qui sont, voilà, je pars faire une expo à Berlin, demain je vais à Milan voir le défilé de Prada, et puis Zara, il y a la nouvelle collection à Barcelone, je vais faire un shooting, les photographes, vous voyez. Donc tous ces gens qui évoluent dans un monde où je suis bien en Espagne, je suis bien en Allemagne, je suis bien en Malaisie, tout va bien, l'argent rentre, je m'amuse, euh, je suis dans les hôtels, je suis dans les hôtels 4 étoiles, je parle plusieurs langues, je suis comme un poisson dans l'eau un peu partout. Ces gens-là, je m'excuse, je vais peut-être choquer, je suis désolé, j'essaie d'éviter, mais ces gens-là, quand ils voient à la télé les grévistes qui brûlent des pneus, ah bah les riches, on s'en fout de nous, on va crever, comment on va nourrir nos enfants, hein, ils les regardent à la télé sur BFM ou iTélé dans leur chambre d'hôtel la nuit. C'est qui ces Cro-Magnons? C'est qui ces hommes des cavernes? Ah, ils font peur. C'est des êtres humains? C'est qui ces gens? C'est- je veux dire, vraiment, vous croyez que j'exagère, mais moi j'ai côtoyé ces gens, je les connais, je vais pas raconter ma vie, c'est pas intéressant, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, quand on dit la nation française, la France, United States, machin, euh, c'est quelque chose qui, en fait, ce sont des mots, ce sont des incantations. Dans la réalité des faits, les pays n'existent plus. À l'image de ces fameux dîners de Bilderberg, bon, dont on parle beaucoup, ou la réunion annuelle à Davos, et tout ça, euh, tous les riches du monde ont les mêmes codes. Tous ces gens mondialisés ont les mêmes codes. Leurs enfants font des cours de piano, ils jouent au golf, ils ont une Audi A6, euh, euh, ils prennent leurs vacances dans un riad à Marrakech. Ils se ressemblent. Et tous ces gens, en fait, se sentent les citoyens du monde, qu'ils soient chinois, arabes, maghrébins, américains. Pour eux, ça ne veut plus dire grand-chose. Dans le sens que si vous prenez un habitant de Fort Lauderdale qui se balade
BM série 3 décapotable avec cuir blanc, le long des canaux de Fort Lauderdale, avec le dernier tube à la mode, Bieber, machin, euh, vous l'envoyez dans le Kansas ou dans le Nevada chez un fermier américain comme lui, il a l'impression d'être chez les papous. Pourtant, c'est un Américain comme lui. Il va dire, sortez-moi de là, c'est des cannibales, j'ai peur. Voilà, c'est vraiment ça, hein, il faut comprendre. A contrario, quand ce type se retrouve avec un riche de Dubaï et un investisseur indien, le créateur d'une start-up australien, ils se comprennent tout à fait. Ah yes, hello, you see the last movie with Tom Cruise. Voilà, truc, ils ont vu les mêmes films, ils vont dans les mêmes endroits en vacances, ils ont les mêmes codes. Et pourquoi je dis tout ça? Pour vous dire en fait que euh, beaucoup de musulmans ne comprennent pas, ne comprennent pas, oui, c'est le mot. Qu'est-ce qui se passe en fait parmi ce que moi j'appelle ces rentiers de l'islam? Chalgoumi, Tarek Obrou, Hassani Hussein, Tariq Ramadan, El Jai, nouveau nom de Abu Hudayfa, etc. Mais parce qu'en fait, tous ces gens condamnent de loin les trucs pas bien, pas jolis, mais ils évoluent dans un mode de vie dans lequel ils ne côtoient pas la souffrance et l'islamophobie. Ils sont invités dans des débats, ils sont bien reçus, ils voyagent, ils sont souriants. Quand ils ont trop de pression, ils sont fatigués, ils se font un petit voyage en Malaisie. L'argent coule à flot. Je rappelle que Tariq Ramadan, je m'excuse, hein, a dit dans une radio, on pouvait aller l'écouter sur YouTube, oui, je gagne 100 000 euros par an. Voilà, donc, je veux dire, c'est même pas un jugement que je fais, c'est un constat. Un constat, c'est que on a beau être de la même origine, on a beau être de la même religion, à un moment donné, comme dirait un ami proche que j'ai, il me le répète souvent, il me dit toujours, tôt ou tard, le social s'impose. Il s'impose dans les couples, il s'impose entre les gens, il s'impose dans les familles. Dans les familles, parce qu'on parle des gens, il faut même parler dans les familles. Dans ma vie, j'ai souvent assisté à ça. Quand j'ai vécu en 1994, ça remonte, je sais, en République dominicaine, j'ai vécu un an là-bas, j'ai très vite constaté que toutes sortes de comportements qu'on voyait chez moi, chez les Blancs, on va dire, avaient lieu là-bas en pire. En pire. C'est-à-dire que dans les familles, plus tu habites à la capitale et plus tu as un travail avec un beau titre, architecte, conseiller en marketing, etc., plus en fait le père et la mère ou la famille qui eux sont restés à la campagne sont vus comme des gens dont on a honte, des gens qu'on va voir de temps en temps parce qu'il faut bien, mais dans lequel ils se sentent plus très proches. On a même parfois honte, ils ont honte d'y amener leurs petits-enfants pour aller voir leur grand-mère. Plus, bon, dans le cas de la République dominicaine, c'est un peu spécifique, puisqu'il y a 80% de métis, 10% de noirs et 10% de blancs. Euh, les métis ont peur que par atavisme, leurs enfants soient foncés. Donc, dès qu'ils ont un certain niveau social, l'homme métis, par exemple, va avoir tendance à chercher une femme métisse claire ou une blanche, de façon à éclaircir sa lignée. Et un noir ne va rêver qu'à une chose, c'est de trouver une femme plus claire que lui pour se rapprocher de cet idéal qui est le dominicain clair de peau, qui habite à la capitale, qui gagne bien sa vie, qui se balade en pick-up Toyota, etc., etc. Donc en fait, moi je souris quand je vois ce qu'on reproche, par exemple, au Front National, parce qu'en fait, ce que le Front National fait ou voudrait faire, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Je veux dire, vous allez en Arabie Saoudite, tout converti que vous êtes et tout machallah que vous êtes, si vous n'avez pas vos papiers en ordre, vos visas en ordre et que vous êtes donc un illégal ou que sais-je, vous serez renvoyé comme un malpropre.
pouvez aller, faites l'expérience, vous pouvez aller à l'ambassade saoudienne à Paris ou à Bruxelles et vous allez pleurnicher, je vis mal mon islam, je suis un converti, je voudrais vivre en Arabie, truc à la charia, machin. Monsieur, vous avez de l'argent à investir, vous avez un associé sur place, non, désolé, la porte est là. Bon, il ne faut pas non plus à un moment donné croire que ce qui est revendiqué par le français dit d'extrême droite, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est, euh, moi j'ai vu de nouveau en République dominicaine des Haïtiens noirs donc qui essayaient de rentrer illégalement dans le pays. Quand ils sont attrapés, ils sont presque lynchés parce que justement il ne faut pas noircir le pays. Donc quand des noirs rentrent, on dit oulala, là là, ça va, vous comprenez? Donc de nouveau, quand on juge tous ces problèmes, c'est un manque de culture générale. Les gens n'ont pas voyagé, ils ne savent pas comment on vit à l'étranger. Tout le monde connaît comment sont traités les Noirs au Maroc. Enfin, bref, je ne vais pas en parler, sinon on va me dire arrête de parler du Maroc. J'en parlerai pas, rassurez-vous. Mais tout ça pour vous dire que quand on parle du mondialisme, on parle vraiment d'une religion. Alors, ce que j'ai pas fini de dire et d'expliquer quand j'ai parlé donc des petites gens qu'on paye le minimum pour faire des services et puis des grands cerveaux qu'on va chercher dans le monde entier, vous allez me dire, et qu'est-ce qui se passe à la classe moyenne? Eh ben, la classe moyenne, c'est ça le problème vers lequel on va, c'est que dans le monde mondialisé, dans le monde vers lequel on va, tous, vouloir ou pas, jusqu'à un changement brutal ou la venue du Mahdi, etc., le monde mondialisé, vous vous rappelez tous cette histoire, bon, qui fait un peu, comment dirais-je, complotiste, quand on dit que les apôtres, enfin les gens qui professent le mondialisme, etc., voudraient que toute une série qu'une grande partie de l'humanité soit éliminée. Mais parce qu'en fait, tout simplement, à un moment donné, entre les esclaves qui assurent le service et les grosses têtes que Google va aller chercher au fin fond de la campagne en Inde et qu'on va arroser de pognon pour le garder en Californie, il y a cette masse de gens qui sont diplômés, avocats, kinésithérapeutes, je sais pas moi, la classe moyenne quoi. La classe moyenne, des gens qui sont qualifiés, qui ont fait des études, mais qui ne sont ni des génies ou des experts, ni des ouvriers ou des gens manuels. Ben, ces gens-là, petit à petit, en fait, on n'en a plus besoin et on n'en veut plus. Et le problème, c'est de là qu'est venue l'histoire de Hamon, du Parti Socialiste. Le plan, c'est d'un moment donné dire à ces gens, bon, on ne sait plus quoi faire de vous. On voit que plus le temps passe, plus vous basculez dans la pauvreté et donc vous devenez des frustrés, des revendicatifs qui devenaient au final d'extrême droite. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Le Brexit, Trump et Marine Le Pen, etc., c'est en fait, ils deviennent de plus en plus importants parce qu'il y a de plus en plus de gens qui appartenaient à la classe moyenne qui deviennent des pauvres. Et ces gens le vivent mal. Pauvres, vous voyez ce que je veux dire. RSA, précarité de l'emploi, boulot mal payé, délocalisation. Ils rejoignent ce groupement-là et ils le vivent très mal. Tout le monde sait qu'une fois qu'on a goûté aux commodités, pavillon, petite voiture, week-end à Euro Disney, vacances une fois par an, en Espagne, dans un club, machin, quand on se retrouve dans un appart HLM, on doit prendre les transports, on n'a plus de vacances, etc. La pilule, elle est dure à avaler. Et donc, évidemment, on est amer. On veut retrouver entre guillemets, le paradis perdu. Mon petit pavillon, ma petite Mégane, mon petit machin, bon. Et bon, évidemment, tout ça s'accompagne de divorces, de drames, de dettes, de médiation de dettes. Et puis bon, on s'enfonce. Tout le monde sait que quand le fric commence à manquer, quand on n'a pas de religion, quand on n'a pas de principe, quand on n'a pas de morale, quand on n'a pas de patience, inévitablement, la suite, on la connaît, c'est la destruction de la famille, c'est même les enfants qui reprochent à leurs parents
Avant, j'étais dans une école, j'avais mes copains, tu m'achetais tous les mois un jeu pour ma PlayStation, maintenant j'ai plus, oh là là, t'es pas gentil. Bon, c'est-à-dire, de tous les côtés, la personne moyenne qui tombe dans la précarité, elle est complètement harcelée, sa famille part en vrille, il a des dettes, enfin, bon, voilà. Et donc ces gens, et donc ces gens sont évidemment du pain béni pour les extrémismes. Parce que il n'y a rien de plus facile que mobiliser des âmes en détresse, des âmes frustrées, des âmes en souffrance. C'est des fruits mûrs pour être cueillis, pour en faire ce qu'on veut. Et de nouveau, faisons le parallèle avec Daesh. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Ils essayent de démontrer et d'appuyer et de faire tout ce qu'ils peuvent pour que le musulman se sente victime, soit mal dans sa peau, se sente oppressé, se sente en souffrance, de façon à ce qu'ils disent ou je les rejoins ou je fais quelque chose ici, parce que j'en peux plus. C'est le même système. C'est le même système. Le problème, quand on ne comprend pas les mécanismes, quand on ne comprend pas les forces en présence et leurs objectifs, on est déboussolé et on devient le jouet de toute une série de choses. Et normalement, le musulman, la musulmane, doit essayer de garder une ligne de conduite dans tous ces aspects de la vie, qu'on soit en prison, qu'on soit dans la précarité, qu'on soit célibataire ou marié avec une famille nombreuse, etc. Il faut essayer de tenir le cap, parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas, il y a des jours de bonheur et des jours de souffrance, et il faut gérer la situation dignement. Euh, et alors, j'avais commencé cette intervention en vous disant que l'aspect attrayant du mondialisme, c'est qu'en fait, tant qu'on est du bon côté de la barrière, hein, tant qu'on est du bon côté de la barrière, papa, maman ont un petit job, il y a 2005 à 3000 qui rentrent par mois, on loue un appart de chambre, 900 euros, ça va, il reste 2000 euros pour Internet, manger, essence, machin, truc, un petit week-end par-ci, un petit cadeau par-là. Tant qu'on est là-dedans, c'est l'histoire de du jeu de la chaise musicale, comprenez? Tant qu'on tourne au son de la musique et que quand la musique s'arrête, on a une chaise, on dit le jeu il est sympa, c'est amusant, on rigole, on a peur de plus avoir de chaise, finalement on en a une, c'est un peu le principe des films d'horreur, quoi. Enfin là, pendant, je rigole parce que pendant que je vous parle, je vois, je sais pas sur quelle chaîne, enfin une chaîne, je vois justement quelque chose qui illustre ça. Je vois Aliens, le retour, etc. Et donc les films d'horreur, de suspense, c'est la même chose. Tiens, il est où le monstre? À quel moment il va attaquer? J'ai peur, mais en même temps j'aime bien. Voilà, ça fait des palpitations, ça fait l'adrénaline, vous comprenez? Et donc, en fait, tous ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure, les bobos à Paris, les cadres qui travaillent à la défense, les gens qui voyagent, qui font un master à Londres, etc., bah, eux, ils observent tout ça et trouvent ça très comique, quoi. Les débats télévisés, ouais, mes trucs, Macron, mes Marine, machin, attention, hein, hein. On fait les petits débats parisiens, quoi, comme on dit. Et ces gens se sentent complètement, comment je vais dire, spectateurs de ça. Ils ne sont pas touchés dans leur chair. Ils sont des spectateurs. Et donc, fatalement, comme on le dit dans les débats, bon, c'est facile de le dire, euh, il y a deux France. Il y a deux France. Il y a la France mondialisée. J'ai expliqué comment ils vivent, je ne vais pas répéter. Et puis il y a la France rurale, la France des campagnes, la France de la précarité, la la France des retraités qui ont peur, la France des immigrés. Voilà, on dit la France, mais la France de qui? De la riche française teintée en blonde qui a 3000 euros de pension, qui habite à Nice dans un penthouse? Ou la France de la bonne femme qui a 14 gosses euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui vit dans un ancien quartier ouvrier, le ciel est gris, la vie est triste? De quelle France on parle? Vous
voilà. Et là, vous avez l'explication de pourquoi on va se retrouver le 7 mai avec une France plus ou moins coupée en deux. C'est-à-dire 50 à 60% de gens mondialisés ou apeurés par l'extrême droite qui votent mondialisés même s'ils ne le sont pas, par, par manipulation médiatique. Et l'autre moitié, révoltée, frustrée, pas compris, abandonné, méprisé, stigmatisé, insulté. Il y a un maire en France qui a dit, mais les gens de mon village sont des connards, ils ont voté Front National. Bon, voilà. Et tout ça, évidemment, va amplifier d'élection en élection le sentiment de frustration, de déconnexion avec les médias qui se réjouissent de montrer le spectacle, parce qu'ils font de l'audimat. Et si on fait le parallèle avec l'islam, c'est très intéressant de voir que ça se ressemble. On a donc d'un côté tous ces imams avec des beaux vêtements repassés, des micros. Non, ah non, oh là là, je suis ringard. Désolé, excusez-moi. Pas des micros, des à l'oreille maintenant, c'est la nouvelle mode. On met un micro à l'oreille comme ça, avec, vous voyez, comme ceux qui présentent la cérémonie des Oscars, des Césars. On est là, oui, parce qu'Abou Bakr, le truc, machin. Et oui, Ali, aïe salam, hein, hein. On est là avec des spots. Puis je vous présente Médine, son nouveau tube, Islam jusqu'à la mort. Ouais, truc, bon. On est là, spectacle, Bourget, fric, voyage, les danses palestiniennes, tam-tam, on danse tous en rond, mixité, on s'en fout. Euh, Tiens, ma sœur, t'es mariée oui, mais je suis éventuellement disponible, il me casse les pieds, mon mec. Ah oui, voilà mon numéro, on se voit sur WhatsApp. D'accord, bon. Mondialisé. Et puis de l'autre côté, les musulmans, ouais, mais la règle, la charia, le sunna, la Syrie, regarde, truc, Imam Mahdi, chose. Et les autres, qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou, Dajjal, machin, des légendes. Les djinns, c'est quoi ça, les djinns? Ah oui, oui, moi je connais un bon raki. On danse tout autour d'une table et puis on s'embrasse tous. Notre djinn nous quitte. C'est ça les djinns. Enfin, voilà. Donc en fait, on est dans un, on est dans, enfin, j'exagère, hein, vous comprenez, parce que je suis un peu, à la fin, j'en ai un peu marre de- d'être dans le politiquement correct, c'est fatigant. Mais à un moment donné, en fait, ça vous aide à comprendre comment on se retrouve entre musulmans, comme les Français avec les partis politiques. On se regarde entre nous, on se comprend pas. On se comprend pas. Et moi, moi, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai côtoyé tous les milieux. J'ai côtoyé les gens du Bourget dans les années 2003, 2004. J'ai connu un peu comment ça fonctionne, leur psychologie, leur vision de la vie, etc. J'ai connu les néo-salafis attachés à l'Arabie Saoudite, etc. J'ai connu les djihadistes, etc. Ouais, on va tout faire péter, trucs, machin. Euh, j'ai connu les déçus de l'islam. Non, moi j'en ai marre, il n'y a plus de Oumma, tous des vendus, tous des fous, tous des mythomanes, tous des schizos. Moi j'arrête tout, je m'enferme chez moi, j'attends la mort. J'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça et en fait tout ça provient du fait que nous sommes dans l'incompréhension de ce qui se passe. L'incompréhension de comprendre en fait que suivant notre emploi, suivant notre vie, suivant nos fréquentations, suivant nos niveaux dans l'échelle sociale, en fait, eh bien, on a une vision de l'islam très différente. Je ne sais pas si je donne ça, je donne ça comme exemple. Je donne ça comme exemple. L'autre jour, je regardais, comme je regarde beaucoup d'autres choses, c'est un exemple, je regardais le débat entre, j'ai oublié les noms de nouveau, entre Metmati et l'espagnol converti qui parle aux chrétiens, si on peut me rappeler son nom, je m'excuse, j'ai oublié. Bref, euh, quelqu'un qui prêche aux chrétiens, l'islam, etc. Et là, ils discutaient d'un face-à-face à table, et j'écoutais donc leurs discussions, leurs échanges, etc. Et c'était la même chose en fait, c'est-à-dire que à un moment donné, voilà, Jazakallah, Karim El Hanifi, moi, je ne veux pas être insultant, j'ai oublié, c'est tout. Donc en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est chacun dans son microcosmos. Mehdi, il est dans, comment je dis, il faut revenir au cœur du truc, il faut désigner les traîtres, les pervers, les vendus, les machins,
il faut mettre en garde les musulmans, il faut les ramener vers les principes de base, un État islamique, les règles de l'islam, etc. Et puis en face, on a quelqu'un très sincère, très honnête, très convaincu de son truc, qui lui vient sans doute du monde chrétien, a eu beaucoup de contacts avec les chrétiens, et a fait de sa vie, comment je veux dire, le moteur de sa vie, c'est il faut que j'explique l'islam à tous les chrétiens, et peut-être qu'ils vont tous se convertir. Et alors chacun parle avec ses arguments. Oui, mais non, il faut d'abord s'occuper des musulmans, ils n'ont pas compris leur religion, ils sont égarés par Hussein, par machin, un truc. C'est eux qu'il faut rappeler l'islam. Oui, mais non, parce que dans le Coran, Allah il nous a dit parler de la meilleure des façons, truc. Vous voyez, donc chacun vient avec son microcosmos. Si vous rajoutez à ça des tablirs, des machins, des trucs, des soufis, vous allez avoir la kermesse autour de la table. Et au final, tout le monde sort les kalash, koufars, mécréants, hypocrites, wahhabites, acharites, salauds, trucs, ta mère, bon. Et voilà. Et voilà pourquoi à un moment donné, plutôt qu'être dans les invectives, les jugements, etc., je pense qu'il faut d'abord essayer d'expliquer aux gens pourquoi ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils s'en rendent pas compte. Vous savez, quand toutes ces filles, avec leur voile rose, ouvrent des pages, recettes de cuisine entre sœurs, association Montessori pour éduquer nos enfants, partage de trucs bio, machin. J'ai pas dit que c'est pas bien, hein, attention, c'est pas du tout ça. Je dis simplement, on peut juger ça, c'est quand même fou, ces gens, trucs, Syrie, machin, les morts, hein. Mais en fait, c'est parce que ils parlent à des gens comme ça, ils échangent avec des gens comme ça, ils sortent avec des gens comme ça. Et alors, au final, c'est leur réalité. C'est-à-dire que l'islam devient le vernis qui sert de... Comment on appelle ça? Qui sert je n'ai pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Qui cherche de tampon, de vernis, pour en fait leur passion. Qui sait les enfants, qui sait l'alphabet arabe, qui sait le bio, qui sait le, le maquillage, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de chaînes YouTube. Mes sœurs vont me maquiller les sourcils, trucs. Mais rassurez-vous, on n'épile pas, donc pour pas épiler, vous faites ça. Bon, et ces gens sont là, ils ont 10 000 abonnés, 100 000 visions, ça devient ils sont valorisés dans leur nefs, parce qu'évidemment, il y a des gens, ils ont des compliments. Merci ma sœur pour tes bons conseils, depuis que je me suis remaquillé avec toi, mon mari me regarde différemment, machin. Ah oui, bon, voilà, je fais du bien, j'aide la Oumma, bon, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on rentre dans ce mécanisme des passions, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Quand Hussein a fait sa conférence sur le riba. Vraiment, hein, je suis convaincu que s'il s'est permis de dire ça, c'est parce qu'en face de lui, il sait qu'il y a des gens qui sont demandeurs de ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit Jazakallah, ya Hassan, merci pour le truc d'avoir parlé de riba. Je me sens mieux maintenant. Je savais qu'il y avait moyen, qu'il y avait une explication, qu'islamiquement il y avait. Je veux dire, il faut bien comprendre comment fonctionnent les... Non, mais je me moque pas. Hein. Je vois on m'envoie des sourires, mais je me moque pas. Je crois qu'il y a une dynamique qui s'installe. Tariq, c'est ça, Tariq? Moi, j'ai assisté, ça fait longtemps, j'ai assisté à beaucoup de conférences de Tariq Ramadan. Le gars, il est entraîné dans son truc. Hein. Il se retrouve devant 200 personnes. Les deux premiers rangs, toutes des femmes voilées ou dévoilées, qui le regardent la langue ouverte, qui notent, qui le regardent comme un espèce de messie. Lui, il est là, il fait des effets de style, parce que vous comprenez, il fait des petits yeux bridés, un petit sourire, une petite dent, un petit machin. Elles sont toutes là, à moitié à genoux. Donc le gars, il est entraîné dans son truc. Et mais dans mon dernier livre, La vie du prophète, vous comprenez, vous verrez, page 41. Alors la fille qui note 41, elle va regarder chez elle. Vous comprenez? Donc, il y a toute une dynamique qui s'installe autour de personnes qui fait qu'à un moment donné, ils se sentent compris
valorisé, appuyé, soutenu. Combien de fois vous voyez en dessous des vidéos de X, Y, Z, parfois de moi peut-être, je ne sais pas. Ah, mon frère, merci pour tout ton travail. Je suis avec toi depuis des années. Continue, reste ce que tu es. N'écoute pas les critiques. Vous savez, on vous dit ça une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. À la fin, vous êtes complètement imbibé d'autosatisfaction. Et vous ne vous rendez pas compte, c'est ça le piège shaitanesque qui nous menace tous. Je ne montre pas du doigt, je peux être concerné sur certains sujets. Le piège shaitanesque qui nous menace tous, c'est à un moment donné l'autosatisfaction d'être congratulé par les gens qui pensent comme nous. Et ne plus baser notre situation personnelle sur où j'en suis par rapport au Coran, la parole d'Allah, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ça ne devient plus le gouvernail de l'affaire, et que c'est les fans, vous savez, je vous en ai déjà parlé, hein, je veux bien le répéter encore une fois, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, à l'époque, ça remonte à, je ne sais plus quelle année, 2011 je crois, je ne sais plus, le nombre de messages que j'ai reçus à une certaine époque qui me disaient tous la même chose. Akhi Abou Rayyan, mashallah pour ton travail, je te suis depuis des années, qu'Allah te protège, t'es merveilleux, t'es machin, t'es ceci, t'es cela. Bon, à la fin, on est même gêné de lire ça, on dit oulala, si ces gens connaissaient mes péchés, ils ne diraient pas ça, mais bref. Mais je te demande, s'il te plaît, Akhi Abou Rayyan, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de parler de polygamie et de djihad? S'il te plaît, parce qu'à cause de ça, ma femme veut plus t'écouter, et trucs. J'ai reçu des centaines de messages comme ça. Et au final, vous vous rendez compte que si vous voulez plaire à une grande masse de gens, il va y avoir 10 sujets tabous. Riba, musique, polygamie, djihad, charia, hijra, homosexualité. Et vous devez alors finalement, pour plaire aux gens, commencer à surfer. Bon, je dis ça, mais pas trop. Là, je dis que oui, mais ça dépend. Et comme ça, vous pouvez slalomer entre tous vos fans et vous gardez votre cours. Et vous vous retrouvez avec 40, 50, 60 000 fans. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, évidemment, bon, alhamdoulilah, Allah est témoin, puis si on ne me croit pas, c'est le même prix. Moi, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Parfois, on m'a jugé extrémiste, parfois laxiste. Voilà, moi, tout ce qui m'importe, c'est de savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et si Allah peuvent approuver ce qui a été dit. Pour le reste, bon, vous savez, comme je disais même à la police quand j'étais interrogé, on est toujours l'extrémiste de quelqu'un, on est toujours le laxiste d'un autre. Vous verrez ça autour de vous, je suis sûr que vous en faites le constat tous les jours. Il y a toujours quelqu'un pour dire t'es un extrémiste, il y a toujours un extrémiste pour vous dire t'es un laxiste. Et au final, vous dites bon, oui, d'accord, c'est possible. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est un affrontement qui est beaucoup plus important que l'histoire de dire le raciste ou le capitalisme de Macron, tata. C'est beaucoup plus compliqué. Comme c'est beaucoup plus compliqué de dire, alors t'es Hussein Oubrou ou bien t'es Baghdadi, machin. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que ça demande une grande force de caractère, aussi bien en politique que dans la religion, dans tous les aspects de la vie, par rapport à nos familles aussi. Alors, t'es un rifin ou t'es pas un rifin? Alors, tu renies ta tribu kabyle ou t'es un vendu? T'es quoi? À un moment donné, il faut avoir la force de dire aux gens, je suis votre fils, je suis un musulman, je suis un Français, mais pour toute une série de raisons qui m'appartiennent, moi, ma religion et avoir l'agrément d'Allah passe avant tout, je me donne le droit de ne pas choisir. Je ne renie pas le fait que je suis rif, mais
C'est pas pour ça que tu vas me forcer à me marier à une rifaine. Je renie pas que quand je vais en vacances en Kabylie, c'est sympa, il y a la rivière, il y a les arbres, il y a les montagnes du Djoudjoura, il y a grand-mère qui fait du bon pain, l'air est bon, etc. Mais il y a toute une série d'habitudes et de choses culturelles qui me déplaisent en Kabylie. Je renie pas, je dis pas que c'est l'enfer, je dis simplement que moi, ma religion, c'est l'islam. Moi, mon passeport, c'est musulman. Je suis pas kabyle, je suis pas rif, je suis pas français, je suis pas saoudien, je suis musulman. Et donc, partout où je vais, tous les gens que je rencontre, je fais la part des choses. Oui, oui, j'aime bien le côté valeur morale et familiale des gens de droite, un certain conservatisme, le respect de la famille, le rejet des dépravations sexuelles, etc. Mais j'aime pas leur truc, racisme aveugle, les bougnoules, les machins. Oui, j'aime bien me faire euh, une petite partie de PlayStation par un jeu qui a été créé par des Indiens dans une start-up américaine, mais euh, j'accepte pas de courir derrière tous les derniers produits à la mode et de devenir une machine afrique qui suit toutes les nouveautés qu'on lui propose juste pour être à la mode et pour suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce fameux juste milieu, c'est un travail de tous les instants, dans nos mosquées, dans nos couples. Dans les couples, c'est la même chose. Beaucoup de gens, j'ai encore lu aujourd'hui en dessous d'une vidéo, m'a fait le reproche de dire ah là là, tu mélanges tout, la politique, les couples. Mais moi, j'ai toujours été persuadé que les fonctionnements humains ont, sont, euh, comment dirais-je, sont les mêmes dans tout. Si vous voyez quand on parle des couples, faisons une petite parenthèse. Dans les couples, les gens, enfin les gens, en général, les gens sont en recherche d'absolu. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi qu'il n'y a que moi, et montre-moi ton téléphone, et montre-moi ton Facebook, et je t'ai vu dans l'ascenseur, t'as regardé, machin, et est-ce que tu penses à moi? Est-ce que il y a qu'un, les trucs, quand tu es avec moi, bon, il y a toujours ce principe de, de, de possession totale, de, de, de- d'extrémisme en fait. Parce que dans la vie, il y a les enfants, dans la vie, il y a le boulot, dans la vie, il y a les occupations, qui est écrivain, qui est machin, qui est prédicateur, qui écrit, qui est bon, etc. On ne peut pas, bon, moi ça m'a coûté cher dans ma vie, mais bon, bref, on ne peut pas, parce qu'on aime quelqu'un, vraiment, on ne peut pas en faire une kibla. On ne peut pas dire, tu es mon alpha et mon oméga, tout passe à travers toi. Ah, si t'aimes pas, ben moi j'aime pas non plus. Ah, t'aimes bien, ah ben moi aussi j'aime bien. Ah, les spaghettis, non, ah ben j'en mangerai plus. Ah, les lasagnes, oui, ah, j'aime beaucoup les c'est pas ça l'amour. Ça, c'est de la tyrannie. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement peu sûrs d'eux, sont tellement en besoin de confirmation, de, 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 de- pour se rassurer eux. C'est de l'égoïsme, attention, hein. Il faut bien comprendre les mécanismes psychologiques pour comprendre ça. Quand quelqu'un vous demande beaucoup, dis-moi que tu m'aimes, est-ce que tu penses à moi, est-ce que machin, vous, vous les intéresse, vous l'intéressez pas. C'est quelque chose qui est pour son ego à elle ou à lui, bon, suivant qui on est. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en demande d'être réassuré lui. C'est très égoïste en fait. Ce principe de jalousie, de possessivité, de dominance, de vouloir focaliser l'attention de l'autre. Qu'est-ce que tu fais en- encore avec ton Facebook? Oui, mais moi je suis là. Oui, j'arrive dans 5 minutes. T'inquiète pas, on va faire une balade en forêt. Je termine et puis on va. Ah oui, mais non, ah ça, je passe après Facebook. Voilà, vous voyez le truc où je dois être ton point central. Je dois être ton tout. Et le reste, ça doit être très secondaire. Tes amis, tes occupations, tes passions, tes envies, ça doit être quelque chose de très, très, très... euh, tu feras ce truc-là quand je dors, hein. Quand je dors, tu fais tes trucs.
Ça, c'est pas de l'amour, vous voyez. Et pourquoi je dis que c'est lié? Parce que c'est la même chose dans tout. Les gens sont comme ça. Euh, enfin, quand moi, je reviens, vous allez me dire, je surfe beaucoup d'un sujet à l'autre, mais c'est pas grave. Franchement, allez, soyons tous honnêtes. Quand on, quand on entend, moi je le connais depuis longtemps, hein, franchement, parce que n'oubliez pas que moi je suis, par rapport à la plupart d'entre vous, je suis beaucoup plus vieux. Moi je connais Hassan Iqiyoussen depuis les années 90, hein. Donc j'ai été à plein de conférences de lui. Quand j'y repense, je traversais le pays pour aller écouter 1 heure de conférence. Enfin, c'est fou, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en français, donc on prenait ce qu'il y avait. Et moi je l'ai connu à l'époque. Et je vous jure par Allah, je vous jure par Allah, que ce personnage n'a jamais parlé à l'époque comme il parlait aujourd'hui. Jamais. Il était un peu taquin, un peu blagueur, tout au plus, mais jamais il utilisait les mots qu'il utilise aujourd'hui dans ses conférences ou ses khutbahs. Bande de cons, voyous, dégénérés, si tu votes pas, t'es un traître de la Oumma, et il y en a marre de ces cons. C'est des trucs. Il a l'air possédé, en fait, le gars. Il a l'air possédé. Et ça, c'est le fruit de toute une cour de gens qui l'entourent dans son village, là, dans le nord de la France, qui disent Hassan, ah oui, Hassan, ah, t'as raison, Hassan, Mashallah, Hassan. Et voilà le terminus de l'affaire, c'est qu'on a affaire à un petit pharaon qui parle avec un dédain et un orgueil fou de frères et de sœurs en islam, avec un mépris incroyable. Et à nouveau, comme je l'ai dit dans l'audio la dernière fois, ce sont tous des gens qui n'acceptent pas le débat contradictoire. Moi j'attends, hein, et j'aimerais bien qu'on me passe les liens, s'il y en a. Où sont tous ces gens-là? Oubrou, Abu Deifa, Iqiyoussen et compagnie. Où sont-ils autour d'une table avec en face d'eux quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux? Quand est-ce qu'Iqiyoussen va avoir le courage de se mettre autour d'une table avec quelqu'un qui est contre le fait de légitimer, de faciliter le riba? Ils parlent tout seuls, ils sont là avec leur micro à l'oreille, et ils insultent, ils sont là comme des petits sultans, des petits pachas, et ils méprisent leur auditoire. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Waouh, vous avez aucune culture, vous êtes bêtes, vous les Arabes. Ils font tout leur show. Franchement, heureusement, enfin, je ne veux pas m'énerver, mais heureusement que moi je reste chez moi et que moi je me retrouve face à ce type et il fait ça, je crois que je lui rentre dedans. C'est pas possible, quoi. C'est une attitude, c'est une attitude que le prophète sallam n'aurait jamais eue. Alors, moi je l'ai dit, bon, ça a pu choquer aussi. Moi, à un moment donné, je vois quand même les attitudes et les comportements. Quand je vois un musulman arrogant, dédaigneux, méprisant, qui n'accepte pas le débat d'idées, qui veut toujours parler tout seul, etc., euh, c'est triste à dire, mais même s'il dit des vérités, on ne peut pas être réceptif à ça. Voilà pourquoi c'est tellement important en islam de prendre le temps d'être un minimum respectueux, d'être pédagogique, de prendre des exemples et de ne pas être dans le mépris. De ne pas être dans le mépris. Vous savez, moi à l'époque, j'ai pu parfois faire des allusions ou comment dirais-je, tenir des propos, excusez-moi, tenir des propos moqueurs envers les néo-salafis ou envers ceci ou envers cela ou, euh, ou envers les soufis ou que sais-je, etc. Mais je ne le fais plus, même si je ne suis pas d'accord idéologiquement sur certaines choses. Je ne le fais plus parce qu'à un moment donné, de nouveau, il faut être en contact avec ces gens. Dans la vie, vous savez, il y a une grande différence entre juger de loin, par exemple dire les gens d'extrême droite, les nazis, machin, et puis un jour vous vous retrouvez devant un gars d'extrême droite, vous parlez, vous dites, finalement c'est un être humain. Il a des raisons, depuis qu'il est gosse, il était tabassé par des Arabes à l'école, machin, il se faisait toujours voler, on le foutait le feu à sa bagnole. Vous commencez à être compassionnel, vous commencez à comprendre. Moi j'ai rencontré parfois des néo-salafis, vous savez,
chaussettes au-dessus du pantalon, machin. Enfin, vous voyez le schéma. J'étais très très moqueur avant. Et puis, je parlais avec certains d'entre eux et j'ai compris que, je n'ai pas dit tous, ceux que j'ai croisés, j'ai compris que le gars était devenu comme ça parce que il venait d'une vie très très dissolue, shit, bonne femme, machin, et il avait besoin de tout cet aspect militaire pour se rassurer. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'arrogance, il était dans la thérapie personnelle. Truc, prière à l'heure, musique, Aoudoubilla. En fait, cet aspect comme ça était en fait guidé par la peur de revenir à sa vie d'avant. C'était pas de l'arrogance, c'était pas du. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Dernièrement, je ne vais pas citer de nom, un frère me dit, t'as vu telle sœur, t'as vu, va voir son mur Facebook, Aoudoubilla, elle est perdue. Bon, je vais essayer de pas donner trop de détails pour qu'on la reconnaisse pas. Elle est perdue, quelle honte, comment c'est possible, tfou, machin. J'ai dit, bon, j'étais voir le mur. Bon, effectivement, c'était un peu choquant. Euh, mais ce frère qui était révolté, qui avait fait cette espèce de mise en garde, contrairement à moi, ne connaît pas l'histoire de la sœur. Moi, je savais, plusieurs fois mariée, avec des gars très rigides, qui l'ont abusé, qui l'ont abandonné, s'est retrouvé dans des situations très difficiles. Ces fameux maris n'avaient aucune spiritualité ni douceur, et donc réagit maintenant en compensation par des excès. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, chacun d'entre nous, on a une histoire, on a un vécu, on a un environnement, on a des fréquentations, on a des traumatismes de l'enfance, on a des tabous, des dégoûts, des problèmes psychologiques, machin. Et la moquerie, les jugements, les rabaissements, il faut toujours penser en termes de résultats. Est-ce que le prophète, sallam, qui jusqu'à nouvel ordre est quand même notre modèle, j'espère, est-ce que c'était un homme qui se moquait? Est-ce que c'était un homme qui humiliait? Est-ce que c'était un homme qui euh, cherchait à rabaisser plutôt qu'à élever? À un moment donné, euh, on doit accepter, nous les musulmans, qu'on a tous un parcours différent, on a des âges différents, on vient d'un milieu différent. Voilà, moi, je n'ai jamais vécu en HLM, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, il faut plutôt qu'être dans le contentement de soi-même et même chose avec l'histoire des parents. J'étais très dur avec les parents avant. Euh, mais les parents, comment je vais dire, je sais que c'est dur, hein, c'est très très dur. Parce que voilà, des fois ils empêchent les mariages et compagnie, c'est pas facile. Mais les parents, il faut aussi voir leur vie. Des mariages sans beaucoup d'amour, pas beaucoup de niveau culturel, une vie constamment rabaissée par les Français ou par les militaires, enfin les généraux en Algérie, les complexes, familles nombreuses, enfin bon, toute une série de raisons qui poussent parfois les gens, malheureusement, à être ce qu'ils sont. Mais je pense que, voilà, au final, c'est un petit peu, si on refait le parallèle avec Macron, Mélenchon, Macron, Marine Le Pen, à un moment donné, il va falloir que les gens se parlent. À un moment donné, il va falloir que les gens qui travaillent à la défense et les bobos parisiens, il va falloir qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe dans le reste de la France. À un moment donné, il va falloir que les ruraux, les gens des campagnes, comprennent c'est quoi la modernité, comprennent c'est quoi la flexibilité de l'emploi, comprennent que il faut parfois ne pas acheter de maison, plutôt louer pour pouvoir déménager facilement quand on trouve un autre boulot à l'autre bout de la France. Il faut que tout le monde s'ajuste. Et c'est la même chose pour nous les musulmans. Il faut qu'on s'ajuste. Il faut qu'on dise, oui, oui, les salafis exagèrent, etc. Mais quand même, ils nous rappellent alors sur les sources. Ils sont très attachés aux hadiths, etc. Euh, Parfois on oublie, on est pris comme ça dans des grands principes, on oublie les fondements. C'est quand même utile. Oui, les soufis, certains exagèrent, ils dansent, ils crient, ils prennent leur chair pour divinité, machin.
Mais c'est important le dhikr, c'est important de la spiritualité, etc. Oui, les frères musulmans, ils veulent vraiment devenir des Américains, des- des rappeurs déguisés en chanteurs de nasheed, machin, mais bon, quand même, ils nous rappellent l'époque dans laquelle on vit, qu'il faut essayer d'un minimum s'intéresser à l'économie pour essayer de faire des petites entreprises, bon, etc., etc. Je sais pas, on peut multiplier les exemples à l'infini avec chaque courant. Euh, ouais, enfin, je vais pas tout énumérer pour pas non plus blesser ou être mal compris. Mais donc tout ça pour dire que le mondialisme, certes, il est très critiquable. Il doit être, pour moi, évidemment, en tant que musulman, il doit être encadré par l'islam, selon moi, bien entendu. Mais les replis sur soi, la peur du changement, la peur de la modernité, euh, la peur de faire des compromis sur des points qui ne mettent pas en danger les fondements de l'islam, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Mais tout ce que je viens de vous dire, vous vous rendez bien compte, les couples, même chose, etc. Ce que je viens de vous dire, vous vous rendez bien compte, ça demande un gros effort d'analyse, de compromis, prendre sur soi, pardonner, euh, discuter. Et malheureusement, les gens qui veulent pas parler, les gens arrogants, les gens imbus de leur personne, les gens méprisants, malheureusement, avec ces gens-là, on peut rien faire. On peut rien faire, il faut les laisser dans leur truc, jusqu'au moment où, à un moment donné, ils vont être désertés. Comme je parlais tout à l'heure de Tariq Ramadan, ben, à force de faire des compromis, de tourner en rond, votons, ne votons pas, démocratie, oui mais pas trop, machin. Et je fais un peu des conférences avec Alain Grèche, et puis avec un tel, et puis avec truc. Et puis je dis ça, puis je dis l'inverse. Mais au final, le gars n'est plus très crédible, n'est plus trop visible, n'est plus très invité, et a de moins en moins d'audience, parce que tôt ou tard, les gens sont en demande d'authenticité, d'un discours clair, constructif, réaliste et honnête. Et les gens se fatiguent à un moment donné quand on les balade, comme malheureusement pour lui, hein, je ne lui souhaite pas de mal et je ne me moque pas. La voie qui est occupée à suivre Abu Hudayfa, donc El Jai, c'est un petit peu ça. J'ai fait ça, mais je fais plus ça. Je suis ça, mais pas trop. Et bon, maintenant je parle des pigeons, mais j'oublie pas la Syrie. Bon, vous voyez, ça devient une espèce de micmac un peu malsain. Et bon, on espère, moi je leur souhaite, ainsi qu'à moi-même, d'un moment donné, s'accrocher à un juste milieu constructif, d'être audible et respectueux envers tous les musulmans, et de fédérer autour d'eux plutôt que de prêcher pour leur petite paroisse, comme on dit en français, et leur cercle de fans, plutôt que pour la Oumma dans son ensemble. Voilà. Voilà, voilà, je vous remercie d'être resté aussi tard. J'espère, comme d'habitude, que ça a pu vous être profitable. Et c'était les choses que j'avais à dire cette soirée du 26 avril 2017. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.